avoir plus d'ouragans et de phénomènes extrêmes. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les phénomènes extrêmes focalisent facilement l'attention quand on s'interroge sur les conséquences possibles du changement climatique. La bonne raison, c'est bien évidemment que ce genre de phénomène, quand et où il survient, peut avoir des effets que l'on met des années, voire des décennies à effacer. Mais la mauvaise raison, d'une certaine manière, c'est que les effets les plus meurtriers du changement climatique ne seront pas la conséquence de ces phénomènes extrêmes, mais bien de ce qui deviendra les conditions ordinaires du climat, et à la suite l'évolution de la production agricole des zones endémiques d'épidémies et de l'instabilité politique. Car un rapide examen de l'histoire nous montre que les plus grandes causes de mortalité sont, et de très loin, les maladies, les famines et l'instabilité politique dont les guerres et les régimes totalitaires sont les conséquences, qui ont tué bien plus de monde et continuent à tuer bien plus que les ouragans, les tsunamis et autres tornades. Ceci étant dit, si nous en revenons à la question, il est très difficile d'y répondre avec les seuls outils qui existent pour faire de la prospective dans cette affaire, à savoir les modèles de climat. En effet, ces derniers ne permettent pas pour l'instant de répondre de manière formelle sur la question des phénomènes extrêmes, qui sont par définition des phénomènes inhabituels, alors que la modélisation est surtout destinée à donner des évolutions moyennes. Cela ne signifie pas, bien entendu, que le nombre de phénomènes extrêmes ou leur violence n'augmentera pas. Un certain nombre d'indices laissent même penser que nous aurons une augmentation de notre exposition à ce risque. Mais il ne s'agit que d'indices, pas d'une preuve formelle, car la modélisation touche à ses limites sur ce point. Pourquoi les modèles de climat global ne sont-ils pas capables d'apporter une certitude? La modélisation climatique date de quelques dizaines d'années déjà. À l'époque, les phénomènes extrêmes ne préoccupaient absolument pas le public, ni même les scientifiques, qui cherchaient surtout à comprendre comment fonctionne le climat dans ses grandes lignes. Les modèles n'ont donc pas été conçus pour pouvoir travailler spécifiquement sur la question des phénomènes extrêmes. Et de toute façon, il est difficile de raisonner sur ces phénomènes tant que les grands déterminants du climat ne sont pas explicités. Pour pouvoir prédire avec un degré de confiance acceptable l'évolution de phénomènes dont la taille est de l'ordre de quelques centaines de kilomètres de diamètre ou moins, un ouragan fait de 500 à 1000 km de diamètre, une tornade moins de 1 km et un orage quelques kilomètres, il faut travailler avec un modèle dont la taille, voire les modèles, est de quelques kilomètres de côté, comme c'est le cas en météorologie. Or, les modèles climatiques actuels travaillent avec des mailles de l'ordre de centaines de kilomètres de côté, quelquefois moins sur une zone donnée avec des modèles à maille variable. Mais alors, c'est que la taille de la maille se met à faire bien plus de la centaine de kilomètres ailleurs. Ce qui est très nettement insuffisant pour analyser avec un bon degré de confiance la fréquence de ce genre de catastrophe. Pour les moyennes, il y a eu de nombreux programmes de comparaison des simulations. Et c'est à partir de ces comparaisons de résultats des divers modèles que la communauté scientifique s'est accordée sur les conclusions à tirer. Dans le cas des phénomènes extrêmes, il n'y a pas encore eu ce processus de comparaison de modèles alimentés avec des hypothèses classiques pour savoir ce que chacun d'entre nous produirait comme phénomène extrême et voir s'il y avait consensus entre les divers modèles. Mais quelques indices peuvent quand même être obtenus en analysant les résultats possibles. La variabilité est une mesure de la fréquence et de l'intensité avec laquelle une valeur s'écarte de la moyenne. Comme son nom l'indique, un phénomène extrême est un phénomène à l'extrême des valeurs normales, ces dernières étant près de la moyenne. Un phénomène extrême correspond donc au cas où un paramètre au moins du climat, les précipitations, le vent, la température, est très éloigné de sa valeur moyenne. En hiver, une température de 25 degrés sera extrême parce que la moyenne est beaucoup plus basse. Météo France parle souvent des températures très éloignées des normales saisonnières, ou dans les normales saisonnières. C'est une autre manière de dire loin de la moyenne, ou dans la moyenne, ou encore extrême ou normale. En regardant si, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, les valeurs instantanées fournies par l'ordinateur, qui concernent la température, la pression, etc., sur tout un ensemble de points, voire pages sur les modèles, se comportent de manière de plus en plus erratique sur la durée de simulation, un siècle, 2 siècles, et surtout comment elle se compare à la moyenne calculée au bout de la simulation, on peut tenter un début de conclusion sur l'évolution de la variabilité du climat futur. Si cette variabilité du climat modélisé augmente, cela signifie que le risque existe que le climat réel produise à l'avenir de plus en plus de valeurs inhabituelles en dehors des normales, et donc qu'il y aura vraisemblablement plus de phénomènes extrêmes et ou de grande ampleur. Pour certains modèles, pas pour tous,
On a étudié l'évolution de cette variabilité du climat futur. Les modèles étudiés font tous ressortir une évolution à la hausse de cette variabilité, notamment en ce qui concerne le cycle de l'eau. Cela signifie donc une possible augmentation des inondations, des sécheresses et peut-être des gelées intenses sous nos latitudes. Certains modèles prédisent également une augmentation des tempêtes, ce qui se matérialise par une occurrence plus fréquente des vitesses de vent élevées. C'est le premier résultat qui demande à être confirmé par un travail approfondi, mais qui indique quand même que le risque de voir apparaître plus de phénomènes extrêmes existe, sans que l'on puisse nécessairement localiser les endroits qui seront plus particulièrement concernés ou quantifier cette augmentation. El Niño et la Niña donnent un exemple illustrant cette difficulté de localisation et des enchaînements en cascade que peuvent produire une simple différence de température et des catastrophes. En effet, les effets observés El Niño résultent d'une variation de quelques degrés seulement, on parle de 1 ou 3 degrés, de la température de surface des eaux du Pacifique Est. En fait, c'est une inversion entre les températures du Pacifique Ouest, normalement les plus chaudes, et du Pacifique Est, normalement les plus froides, sous l'effet d'un affaiblissement des alizés qui normalement poussent les eaux chaudes à l'ouest. Or, les conséquences se produisent pour partie à des milliers de kilomètres du phénomène d'origine, et sont indolores ou presque à certains endroits, mais très significatifs pour les habitants de certaines zones précises. Sécheresse intense en Indonésie. Les dernières ont conduit à de gigantesques incendies, assez prévisibles en pareil cas, car dans toute cette affaire, il ne faut pas oublier la présence de l'homme. Mousson diluvienne sur les Andes avec glissement de terrain à la clé, disparition temporaire de population de poissons au large du Pérou et augmentation des cas de choléra au Bangladesh, entre autres choses. Mais qu'en est-il des ouragans tropicaux? Si nous regardons le cas particulier des ouragans tropicaux, l'une des conditions pour qu'un tel phénomène prenne naissance est que la température de surface de l'eau soit supérieure à 27 degrés. Parce que la température conditionne la quantité d'eau qui peut s'évaporer par seconde, et cette quantité doit être supérieure à un certain seuil pour que l'ouragan puisse apparaître. À la première question qui est « La température de surface des eaux tropicaux va-t-elle monter ?», la réponse est très probablement oui. Voici sur ce graphique l'élévation de température moyenne de la surface de divers bassins océaniques en 2080 par rapport à l'an 2000, avec une concentration atmosphérique en CO2 qui augmente de 1% par an. NW Pacifique signifie Pacifique Nord-Ouest, Atlantique parle de lui-même, et NE Pacifique signifie Pacifique Nord-Est. Les sigles CCMA, CSIRO, etc. désignent les divers modèles utilisés pour faire la simulation. Toutes les simulations conduisent à une élévation de 1 à 2 degrés de la température des surfaces des zones de formation des cyclones. Or, si la zone où cette température minimale est atteinte devient plus étendue, on est ensuite tenté de considérer que cela va avoir une incidence soit sur le nombre, soit sur la violence des ouragans, soit sur les deux. Quid du nombre? Pour commencer, sur ce point, il faudra encore attendre pour savoir si cela monte, car les modèles ne donnent pas une indication exploitable pour confirmer ou infirmer l'hypothèse d'une hausse pour l'instant. Voir le tableau plus bas. Et qu'en est-il de la violence des ouragans? La pompe qui met l'ouragan en mouvement est une convection très puissante à la surface, chaude, vers la haute atmosphère, froide. Au début de la stratosphère, la température de l'air est de l'ordre de moins 50 degrés.